Bonsoir à tous, merci de suivre l'information sur RTI 1 au sommaire. Dans ce journal, nous nous rendrons à la rue Le Pic dans la commune de Cocody au siège du RHDP où le vice-président de la République représentait le président du parti, le chef de l'État Alassane Ouattara ce vendredi pour la remise officielle des cartes de militants consécutives à l'opération d'identification et d'enrôlement lancée en 2022. Les fêtes de fin d'année s'annoncent de fort belle manière. Comme chaque année depuis 2011, la ville d'Abidjan s'illumine pour le plus grand bonheur des populations. Le lancement d'Abidjan Ville Lumière a eu lieu ce vendredi 22 décembre 2023. La cérémonie de lancement a été présidée par la première dame de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous ferons un tour en Guinée-Conakry où le ministre Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a récemment séjourné pendant 24 heures pour apporter le soutien de l'État ivoirien au peuple guinéen suite à l'incendie de grande ampleur qui a endeuillé de nombreuses familles dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier. Comme annoncé en titre, la première dame, Dominique Ouattara, a présidé ce vendredi la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan, dénommée Abidjan Ville Lumière. Cette initiative du district autonome d'Abidjan vise à embellir la ville et à égayer les populations en cette période de fin d'année. Et pour l'édition 2023, le thème retenu, Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, un thème qui annonce la tenue très prochaine de la grande messe du football en terre ivoirienne. Les détails de cette lumineuse cérémonie dans nos prochaines éditions. Nous vous lisons à présent deux communiqués. Le premier, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 25 décembre 2023, jour de la fête de Noël, est déclaré jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié, chômé et payé. Le second du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des célébrations des fêtes de fin d'année, il sera procédé à la fermeture du pont Alassane Ouattara aux véhicules afin de permettre aux populations de le visiter en toute sécurité. Le programme de fermeture se présente comme suit: le lundi 25 décembre 2023 de 6h à 23h, le lundi 1er janvier 2024 de 6h à 23h. Pour ces circonstances festives, le pont sera illuminé aux couleurs du drapeau national orange, blanc et vert. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier invite les usagers de la route au respect du plan de circulation mis en place et souhaite à toute la population ivoirienne de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Un vent de modernité souffle au sein du RHDP. Le parti présidentiel met en place un outil numérique dénommé e-militant. Cette innovation porte des fruits. Plus de 723 000 membres identifiés, dont 540 000 militants formels. La remise officielle de leur carte s'est déroulée ce vendredi à Cocody, rue Le Pic, siège du RHDP, en présence du vice-président de la République, Mama Traoré. 10h30 ce vendredi, Tiemoko Meïliekone fait son entrée au siège du RHDP 6 à Cocody rue Le Pic. S'ensuit un sobre bain de foule pour communier avec les militants. C'est aussi l'occasion pour lui de visiter les locaux rénovés du parti au pouvoir. Le vice-président de la République découvre le nouveau cadre, un quartier général complètement relooké dans la dynamique de la restructuration du parti voulue par son président Alassane Ouattara. Autre symbole de restructuration motivant la visite de Tiemoko Meïliekone au siège du RHDP, l'opération e-militant. Lancée en 2022, cette opération vise à identifier et à enrôler formellement les militants du RHDP dans une base de données. Le secrétariat exécutif en est la cheville ouvrière. Aujourd'hui, nous avons pu identifier 723 452 personnes enrôlées dans le système. Et de ces personnes enrôlées, aujourd'hui, 540 000 personnes sont formellement identifiées comme étant des militants RHDP et pour lesquels l'édition des cartes des militants a commencé.
Il s'agit, j'allais dire, de compter un à un, pratiquement, nos militants. Ceux et celles qui se réclament militants, mais aussi ceux et celles qui se réclament sympathisants qu'on va intégrer donc, à nos bases de données pour en faire des militants. C'est une exigence des statuts et règlements intérieurs du parti. L'article 5 des statuts et règlements intérieurs dispose que la qualité de membre de RHDP est attestée par une carte de membre. La qualité. On ne peut pas dire qu'on est militant sans être capable de produire une carte. Après l'enrôlement, place à la remise des premières cartes de militants. Le directoire du parti remet à Tiemoko Meïlie Kone celle du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP, de la première dame Dominique Ouattara, la sienne, et enfin celle de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté. Les plus hauts cadres du parti reçoivent à leur tour leurs exemplaires, de même que les responsables des structures spécialisées. Accélérer l'implantation du parti, disposer de données factuelles pertinentes qui matérialisent la puissance de notre dispositif politique est sans conteste un cheminement gagnant pour aujourd'hui comme pour demain. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de remise officielle des cartes, aboutissement d'un processus, est une célébration de la modernisation du RHDP et le signe du dynamisme du processus de restructuration. Au vu du succès rencontré par l'opération e-militant, Tiemoko Meïlie Kone traduit les félicitations du leader du parti au directoire et au secrétariat exécutif. Il en appelle à une mobilisation plus forte des militants. La carte de militant est un instrument au service de l'organisation du parti. C'est donc un puissant outil au service des structures d'organisation et d'implantation du parti. Le RHDP est un parti avant-gardiste, épris de paix et de démocratie, soucieux du bien-être des populations. Nous devons le montrer chaque jour au nombre des Ivoiriens qui nous font confiance. Chères militantes et chers militants, je vous exhorte à continuer à rester unis. Unis derrière le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Car, comme le dit l'adage, l'union fait la force. Malgré le temps et les années qui passent, nous ne devons pas perdre nos valeurs et le sens de ce qui nous a conduits à nous battre chaque jour pour une Côte d'Ivoire meilleure qui fera la fierté de nos concitoyens et de l'Afrique tout entière. Le secrétariat exécutif annonce que des caravanes sillonneront bientôt le pays pour une remise officielle des cartes aux militants de base déjà formellement identifiés. L'opération, quant à elle, se poursuit. Objectif, enrôler 2 millions de membres à l'échéance 2025. Nous vous proposons à présent quelques réactions. Nous allons faire en sorte que nos militants sur place qui ne se sont pas encore enrôlés le fassent, mais surtout il faudra dynamiser les secrétaires de section qui sont sur place. Et puis ça va nous permettre de faire une revue de nos comités, les comités de base en premier lieu et des différentes sections. De tenir sa carte de militant, c'est de tenir le symbole qui confère cette appartenance-là à la grande famille du RHDP que nous sommes. Et il est important que chaque militant soit identifié, connu, répertorié, pour une meilleure organisation pour les challenges à venir. À notre retour dans nos bases, il s'agira pour nous de mobiliser nos militants à l'effet non seulement de leur transmettre le message du président du parti, mais les appeler à se recenser davantage pour que chacun des militants, là où il se trouve, dans tous les recoins de notre département, ils puissent avoir leur carte de militant. C'est une mise en mission par le chef de l'État de tous les responsables locaux. Donc localement également, nous devons procéder à l'enrôlement. Je pense qu'attendant le processus a déjà bien commencé. Un parti organisé s'appuie sur les données. Et toute la stratégie du parti s'appuie sur les données. Et il faut que les données soient fiables. Traiter les données, évaluer et se rassurer dès le départ
comme part favori. Au niveau de Biankouman, déjà l'opération se passait très bien, mais je pense que la remise des premiers 4 de militants va être un élément moteur et qui va booster davantage cette opération au niveau du département de Biankouman. Nous comptons sensibiliser aussi nos militants de base afin que chacun puisse prendre l'instruction du parti à bras le corps. Quand les femmes s'y mettent, le travail avance. Le travail avance parce qu'elles le font avec passion, elles le font avec engagement. Et donc c'est dans cette dynamique-là que nous allons travailler très bientôt. C'est un devoir pour nous d'enrôler le maximum de jeunes, de nouveaux majeurs, afin qu'ils puissent se procurer la carte militante du RHDP, de formaliser leur adhésion à notre parti. La nouvelle vient de tomber. Tidiane Thiam est le nouveau président du PDCI-RDA. Cette information fait suite au 8e congrès extraordinaire qui a eu lieu ce vendredi dans la capitale politique Yamoussoukro. Il remporte avec 6700 voix contre 180 pour son adversaire Jean-Marc Yassé. La démocratie interne s'exprime également au PPACI. En témoigne l'élection samedi 16 décembre de la secrétaire nationale des femmes de ce parti. Hortense Louma a été élue par les militantes mobilisées au cours de ses assises à Ouragayo. Les détails du scrutin avec Konaté Moussa. Cours de la mairie de Ouragayo dans la région du Go. Les militantes du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, sont présentes pour le congrès constitutif de la Ligue des femmes du parti. Un rendez-vous pour élire la secrétaire nationale de la structure féminine. Elles étaient 2 candidates en lice, Hortense Louma et Florentine Faye-Dié. À l'issue du vote, les femmes congressistes ont porté leur choix sur Hortense Louma. Les résultats sont proclamés par Matt Ago, président du comité de contrôle. Louma, Hortense, 331 voix. Et Faye a eu 227 voix. Donc il convient de déclarer élu au poste de secrétaire national de la Ligue des femmes la candidate Louma Hortense. Hortense Louma devient ainsi la toute première militante du PPACI à occuper ce poste de responsable des femmes du parti. Avant cette élection, la nouvelle secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI a occupé d'autres postes au sein du parti. Elle fut secrétaire nationale à la communication et à l'organisation. Aussi, secrétaire en charge des organisations féminines. Hortense Louma est depuis le 2 septembre dernier l'actuel maire de la commune de Grands-Atri dans la région de la Nawa. Intéressons-nous à présent à la clôture de la 2e session ordinaire du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une cérémonie qui s'est tenue ce jeudi après 45 jours de mission de proximité auprès des populations, de l'exécutif et du législatif. La clôture de cette 2e session s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et de notre reporter Marie-Chantal Akandan. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a clôturé sa 2e session ordinaire de l'année 2023. Dans son discours, le président de l'institution a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État. Il a souligné les travaux significatifs réalisés jugés satisfaisants au cours de cette session. Les avis adoptés sur des thèmes tels que l'économie verte, la création d'emplois et la bioagriculture ont été mis en avant comme des éléments concrets qui ont enrichi les délibérations du Conseil. En raison de la noblesse de notre mission, consistant à donner à titre principal des avis à l'échelon supérieur, c'est peu dire combien nous sommes fiers d'apporter en toute humilité notre part dans la réalisation de la très haute ambition du président de la République pour notre pays. Au terme d'intenses réflexions au sein des dites commissions et avec la contribution significative de l'ensemble des membres de notre institution, des rapports ont été examinés et les projets d'avis subséquents ont été adoptés en assemblée plénière. La transition vers une économie verte renferme certes des défis, mais elle offre également de formidables opportunités. Ainsi, ce terme incarne-t-il notre engagement pour un avenir durable où l'économie, l'emploi décent et la lutte contre la pauvreté sont liés. Nous pouvons donc être légitimement fiers de cette performance.
Le président du CESEC a également projeté une vision des perspectives à venir, anticipant un nouveau cycle de travaux pour l'année 2024 avec des thématiques sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Dans une ambiance empreinte de solennité, la clôture de la deuxième session ordinaire du CESEC est aussi l'occasion pour le président de l'institution de remercier les personnalités présentes pour leur soutien remarquable durant toute l'année. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, mais aussi symbole de solidarité, en témoigne le geste en faveur de la Guinée-Conakry, frappée par un incendie de grande ampleur. Léon Kakou-Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a séjourné pendant 24 heures à Conakry. Sur instruction du président Alassane Ouattara, plusieurs cargaisons de médicaments et 100 000 litres de carburant ont été convoyés vers le pays. Les détails avec Carmel Dia. La Côte d'Ivoire, aux côtés de la Guinée. L'État a manifesté son élan de solidarité envers ce pays frère. Un geste qui survient après l'explosion meurtrière qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 dans le principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Conséquence, 18 décès et 190 blessés. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'est rendue à Conakry après instruction du président Alassane Ouattara. La partie ivoirienne leur a apporté une aide humaine, matérielle et logistique, dont des spécialistes de blessures chimiques et de grands brûlés, plusieurs cargaisons de médicaments, 100 000 litres de carburant et une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Lorsque la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas rester insensible. Le président Ouattara m'a demandé de venir rapidement rencontrer son petit frère pour lui traduire sa sympathie, traduire les condoléances de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien au peuple, au gouvernement guinéen, qui est dans ces moments difficiles, et leur dire que la Côte d'Ivoire est à leur côté. En retour, son homologue guinéen n'a pas manqué de traduire la gratitude de son pays face à cet élan de solidarité. Son Excellence le président Mahamadou Bio et son Excellence le président Alassane Ouattara et son Excellence le président du Sénégal, M. Macky Sall, et d'autres encore, ont dit, même s'ils ont maîtrisé, nous allons venir. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont ici, dans un cadre fraternel, en disant, ça nous est arrivé à tous, nous allons le gérer ensemble, nous sommes là avec vous. Et ce message-là est allé tout droit au cœur du président. Lors de son séjour, le ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre guinéen. De la Guinée, rendons-nous à Korogo. La décentralisation de la SOTRA est une réalité. La Société des transports abidjanais déploie ses services dans la région du Poro. Objectif, améliorer la mobilité urbaine au-delà d'Abidjan et en prélude à la Cannes 2023. Reportage. La Société des transports abidjanais, SOTRA, s'installe à Korogo, capitale de la région du Poro, pour le bonheur des populations. C'est la raison pour laquelle le maire me charge de dire non seulement merci à son père, mais de lui dire merci pour le gros cadeau de Noël qu'il vient d'offrir à toute la population de Korogo en faisant en sorte que la SOTRA puisse venir accompagner cette dynamique de développement. C'était un rêve et aujourd'hui c'est devenu réalité. Nous sommes très fiers que les bus viennent à Korogo. Se déplacer de mon quartier pour venir où je fais mon stage, c'est 1000 francs. Tu n'as pas 1000 francs, c'est difficile. Maintenant, avec les bus, 200 francs, je vais venir et puis repartir tranquillement. Le lancement officiel du démarrage des activités de la compagnie de transport est fait par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro. Il a à ses côtés les élus cadres, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Le directeur général de la SOTRA traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet avant d'indiquer que dans un premier temps, 7 lignes sont ouvertes. La première ligne partira de Katiofi à Torgoka. La deuxième ligne, la cité Gon à Torgoka. La troisième ligne des cités Gon au quartier résidentiel. La quatrième ligne de Océné à Torgoka. La cinquième ligne du quartier résidentiel
à Torgoka, la 6e ligne de Ouranien à CIDT et la 7e ligne des Océaniens au quartier résidentiel. Pour les représentants du ministre des Transports, le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo, l'arrivée de la Sotra est un nouveau mode de développement pour la localité. Fidèle Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, marque sa satisfaction. Pour remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la mobilité urbaine une de ses priorités. Ces bus vont nous permettre d'améliorer la mobilité, d'améliorer la sécurité, permettre effectivement aux populations de se mouvoir dans des conditions de sécurité, des conditions aisées, et donc nous en sommes très fiers. Au total, ce sont 37 autobus qui sont déployés à Korogo afin d'offrir des conditions de confort et de sécurité aux populations. Le reportage de Djeneba Ouattara a été commenté par Kader Sogodogo. Ce scrutin intervient dans le cadre des sénatoriales partielles 2023. Il y a vote ce samedi dans la région du Guémont pour élire les conseillers régionaux. Une élection sur fond d'apaisement, la CEI sensibilise justement les différents acteurs. Son superviseur régional a tenu une rencontre avec les candidats et les grands électeurs. Nos envoyés spéciaux, Walter Amadou Ouattara et Richard Vao. Élection sénatoriale partielle 2023 dans le Guémont. À la veille du scrutin, les grands électeurs et candidats posent des préoccupations. Il y a des candidats non résidents qui étaient sur la liste municipale. Faut-il les attendre jusqu'à 17h tout en sachant qu'ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire? Ma préoccupation, c'est savoir est-ce que les gens peuvent voter par procuration. Le superviseur régional de la CEI, Commission électorale indépendante, donne des éléments de réponse. Les votes par procuration, pour le moment, la loi ne les permet pas. Et dans aucune élection jusqu'à maintenant en Côte d'Ivoire, il y a eu des votes par procuration. Dans le cas, par exemple, d'un conseil municipal dont on connaît tous les membres, où le maire vient avec une liste de personnes dont il sait qu'ils ne seront pas présents. Sur la foi de cela, nous pouvons clôturer avant l'heure. Mais en dehors, la loi nous dit 8h, 17h. Pour nous, c'est ça le créneau horaire et donc nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Tablettes et stickers ne seront pas disponibles. Il n'y a pas d'utilisation de tablettes dans les votes des sénateurs. Et le sticker aussi a été supprimé, ni sur les PV, ni sur les bulletins de vote. Ibrahima Sissé, préfet de la région du Guémont, appuie l'initiative de la CEI. Les candidats et électeurs sont invités à adopter un comportement responsable pour un scrutin apaisé. Samedi 23 décembre 2023, un seul lieu de vote. L'école primaire catholique de Diokwe est prévue pour accueillir 236 électeurs qui doivent faire le choix de 2 sénateurs sur 20 candidats de 10 listes. À l'ère du numérique, l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire se met au diapason. Professeur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a procédé récemment à l'inauguration de la toute première bibliothèque numérique de l'INPHP, l'Institut national polytechnique au Fouet-Boigny de Yamoussoukro. Le fonds livresque de cette bibliothèque s'élève à 96 000 ouvrages. Kader Sogodogo. Voici la toute nouvelle bibliothèque numérique de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Elle est mise en service ici par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Elle regorge en son sein 10 000 livres, un atout majeur pour étudiants et enseignants dans le cadre de leur formation et de leurs activités de recherche. Monsieur le ministre, par ma voix, tous les récipiendaires vous rassurent de faire bon usage de ces appareils de dernière génération et de se muer en de véritables ambassadeurs auprès de nos condisciples élèves, les sensibilisant sur les valeurs de l'excellence et les comportements responsables en milieu universitaire. Cette bibliothèque, qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara, se présente également comme une solution à l'épineux problème de disponibilité ou de cherté des ouvrages. Un étudiant, il n'a pas les moyens de s'acheter 20 bouquins. Il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens financiers. Et même s'il en avait les moyens financiers, encore faudrait-il qu'il les trouve sur la place. Ça, c'est pas évident. Tous ces problèmes-là seront résolus justement à travers la bibliothèque numérique. Parce que là, vous avez la possibilité de consulter une multitude de bouquins pour
très peu de sous. La bibliothèque numérique Alassane Ouattara de l'INPHB de Yamoussoukro est ouverte à toute la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Nous avons 293 610 étudiants, mais il faut faire en sorte que chaque étudiant puisse avoir accès à cette bibliothèque qui est très riche. Donc une fois de plus, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient de donner à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse estudiantine, un instrument dont la portée est incommensurable. Cette cérémonie d'inauguration a servi de cadre à la récompense des meilleurs étudiants des 9 universités publiques du pays, de l'École normale supérieure ENS et de l'Institut national polytechnique INPHB de Yamoussoukro. Toujours dans la dynamique de promotion de l'excellence, 31 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés récemment dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Parmi eux, le directeur général de l'ONEP, une distinction très appréciée des récipiendaires, comme nous le dit Grace Kondo. L'Office national de l'eau potable est la structure publique chargée de gérer les questions d'eau potable des populations tant en milieu rural qu'urbain. Les efforts des agents de cette structure viennent d'être reconnus. 31 personnes, dont 10 retraités, ont été honorées. Parmi elles, 5 ont été faits commandeurs, 7 officiers et 19 chevaliers. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Nous sommes comblés, c'est la reconnaissance de tout l'effort fait pendant près de 30 années. Nous sommes honorés aujourd'hui. Vraiment, nous en sommes comblés. Pour les dirigeants de l'ONEP, cette distinction est une invite à plus d'efforts. La médaille que nous avons eue aujourd'hui est une médaille qui a une saveur particulière parce que ça touche à l'activité que nous faisons. Cette reconnaissance de la nation-là, par d'abord le président de la République lui-même, à l'entremise donc du ministre d'État, du ministre de la fonction publique et de la modernisation, est une excellente chose pour nous. Et en même temps, ça représente un élément d'encouragement par rapport à nos jeunes collaborateurs qui travaillent. C'est-à-dire que la récompense est aussi au bout de l'effort. Je suis très heureux et avec l'ensemble donc, de la direction de l'ONEP, du personnel, nous avons savouré ce grand moment. L'ONEP s'emploie à faire en sorte que l'eau potable soit donc universelle en Côte d'Ivoire, mais avec la manière. Cette célébration du mérite et de l'excellence a été également marquée par la présentation officielle du premier prix de l'efficacité du conseil d'administration, obtenu 4 fois consécutives, et la présentation de la certification ISO 9001, version 2015 de l'ONEP. Au titre de l'année 2023, l'un de ces grands chantiers réalisés a été l'achèvement de la construction de l'usine d'eau potable de la région de Lamé, l'une des plus grandes de la sous-région, avec 250 000 m3 par jour, pour un coût de 200 milliards de francs CFA. Seul le travail paye. Félicitations à tous les récipiendaires. Bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes et surtout pour les nombreux visiteurs qui séjourneront en Côte d'Ivoire. Un réceptif hôtelier a officiellement ouvert ses portes en zone 4 à Abidjan. Objectif, agrandir et améliorer l'offre touristique pour la Cannes 2023. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement que le restaurant de ce réceptif hôtelier a officiellement ouvert ses portes. Ce restaurant célèbre la cuisine traditionnelle libanaise dans un cadre raffiné. Pour les membres du gouvernement présents à cette ouverture, cet établissement hôtelier donnera fière allure à la destination Côte d'Ivoire à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Accueillir un tel investissement en terre ivoirienne est la consécration de la reconnaissance de la destination Côte d'Ivoire qui, au nombre de ces marques, aujourd'hui viennent pour amplifier l'élan de visibilité de notre destination. Lorsque nous accueillons donc des franchises pareilles, c'est important que nous puissions adhérer à cette belle initiative. Je pense que ça s'annonce bien pour la Cannes et tous nos visiteurs seront bien servis. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban se réjouit de la coopération entre les deux pays. C'est la consécration de la finesse de la gastronomie libanaise et de la finesse du goût aussi ivoirien qui accueille de telles marques ici. Avec l'ouverture officielle de ce restaurant, c'est le secteur de l'hôtellerie de notre pays qui continue de se redynamiser.
Nous le disions il y a quelques instants, Tiziane Thiam est le nouveau président du PDCI RDA. Cette information fait suite au 8e congrès extraordinaire qui a eu lieu ce vendredi dans la capitale politique Yamoussoukro. Il remporte avec 6700 voix contre 180 pour son adversaire Jean-Marc Yassé. Reportage. PDCI RDA, résilience, cohésion et défis pour 2025. C'est le thème de ce 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Pour ce rendez-vous, les militants et l'ensemble des organes et structures du parti ont effectué massivement le déplacement à Yamoussoukro. C'est depuis hier, soit au cours de 18 heures, que nous avons reçu l'information, la confirmation de la tenue de ce congrès. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui s'est mobilisé et qui est venu malgré l'urgence de la situation, puisqu'ils ont été prévenus la veille. C'est d'abord un congrès qui se passe après le décès du président Henri Konan Bédié. D'abord, c'était en souvenir donc de tout ce qu'il a fait pour le parti, ce qu'il a été. Nous nous sommes dit que nous devons venir à ce congrès en toute responsabilité, avec en esprit l'union, la solidarité. Ce congrès marque une nouvelle histoire pour le parti. Il s'agit d'élire le successeur de feu Henri Konan Bédié, un nouveau président pour conduire la dynamique du parti. Depuis le décès de feu Henri Konan Bédié, l'intérim à la tête du parti est assuré par Philippe Complu-Boni. Au moment où il s'apprête à céder le fauteuil, le président par intérim salue l'engagement et la mobilisation des congressistes. Je suis donc heureux de vous voir si nombreux, fiers, présents et déterminés à poursuivre, comme nos aînés l'ont fait avant nous, le combat pour reprendre le pouvoir d'État en 2025. Ce sont environ 7000 militants venus de tous les pays qui participent à ce 8e congrès extraordinaire. Hors de chez nous en République démocratique du Congo, après 2 jours d'élections générales dans tout le pays, les premières tendances des résultats des élections générales sont attendues dans la soirée de ce vendredi 22 décembre, alors que le vote se poursuivait aujourd'hui dans certaines parties du pays en raison de retards logistiques. Selon l'autorité électorale, le scrutin a pu se tenir dans la quasi-totalité des bureaux de vote. La CENI, commission électorale, affirme que ce n'est pas la première fois que la RDC prolonge d'un jour le vote dans certaines régions du pays. Elle se félicite tout de même de la mobilisation des électeurs. Rappelons que Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour la présidentielle. Il est opposé à 18 candidats. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur la chaîne qui rassemble.